La seule chose que nous pouvons regretter, c'est de ne pas avoir commencé nos opérations actives plus tôt, croyant que nous avions affaire à des gens honnêtes. S'ils voient qu'ils n'aboutissent pas aux résultats escomptés, il leur faudra faire des ajustements. Mais là, il s'agit de l'art de la politique, car la politique, c'est bien connu, c'est l'art des compromis. Bonjour les amis, Poutine est très en colère et menace les États-Unis de « conséquences » après une frappe ukrainienne en Crimée. Avant de revenir en détail sur cette dernière actualité brûlante qui risque d'entraîner une guerre ouverte entre les États-Unis et la Russie, suivons cet entretien jusqu'à la fin. Poutine y revient sur sa discussion avec Carlson et clarifie dans cet entretien que ses propos sur l'OTAN ont été mal interprétés, insistant qu'il n'a jamais lié l'opération spéciale russe à une menace d'attaque de l'OTAN. Il critique la déformation de ses propos par les dirigeants occidentaux et les médias, soulignant qu'il cherchait une solution pacifique via les accords de Minsk. Poutine décrit Carlson comme dangereux et regrette que l'interview n'ait pas abordé certains sujets sensibles. Il critique également les politiques des dirigeants européens et américains, dénonçant leur hypocrisie et soulignant l'importance de la diplomatie et du compromis. Suivons l'entretien et analysons-le ensuite. Monsieur le Président, votre interview avec Tucker Carlson a déjà été regardée 1 milliard de fois. Les réactions sont diverses, plutôt positives, mais on comprend bien quels sont les commentaires des dirigeants occidentaux, par exemple ceux du Premier ministre britannique et du chancelier allemand. Ils ont jugé, je cite, « ridicule et absurde » votre tentative d'expliquer les raisons de l'opération spéciale et de la justifier par la menace d'une attaque de l'OTAN contre la Russie. Qu'est-ce que vous pensez de ces commentaires? Tout d'abord, c'est très bien qu'ils regardent et écoutent ce que je dis. Si, pour certaines raisons, nous ne pouvons pas avoir un dialogue direct aujourd'hui, nous devons être reconnaissants à M. Carlson de pouvoir l'avoir grâce à son rôle d'intermédiaire. C'est très bien qu'ils regardent et qu'ils écoutent l'interview, mais ça ne l'est pas quand ils déforment ce que je dis. Ils altèrent mes propos. Pourquoi? Parce que je n'ai rien dit des propos qu'il m'attribue. Je n'ai pas dit que le lancement de l'opération militaire spéciale russe était lié à la menace de voir la Russie attaquée par l'OTAN. Où trouve-t-on cela dans mon interview? Nous avons quand même l'enregistrement qui montre où je dis cela. Je parlais d'autre chose. Je parlais du fait qu'on nous avait toujours menti quant au refus d'élargir l'OTAN vers l'Est. C'est d'ailleurs ce qu'a dit notamment le secrétaire général de l'OTAN. Il était à l'époque un représentant de la République fédérale d'Allemagne. C'est lui qui l'a dit, pas un pouce vers l'Est. Ensuite, 5 élargissements. Un mensonge total. Évidemment, nous avons toujours été et sommes encore très préoccupés par un éventuel entraînement de l'Ukraine à l'OTAN, car cela menace notre sécurité. Voilà ce que j'ai dit. Mais le vrai facteur déclencheur a été le refus complet des autorités ukrainiennes actuelles de respecter les accords de Minsk et leurs attaques interminables avec de lourds bilans humains contre les territoires que pendant 8 ans nous n'avons pas reconnus, c'est-à-dire le Donbass, la République populaire de Lugansk et la République populaire de Donetsk, qui ont fini par nous demander de les reconnaître. Compte tenu de l'impossibilité de résoudre la question par le biais des accords de Minsk, nous les avons reconnus puis nous avons signé avec eux un accord connu sous le nom d'accord d'amitié et d'entraide. Ensuite, conformément à la Charte des Nations Unies, nous avons rempli nos engagements découlant de cet accord. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas nous qui avons déclenché la guerre, nous essayons seulement d'y mettre un terme. Dans un premier temps, nous avons cherché à le faire par des moyens pacifiques, par les accords de paix de Minsk. Comme cela s'est avéré plus tard, là aussi on nous avait menés par le bout du nez, car aussi bien l'ancienne chancelière allemande que l'ancien président français ont reconnu et déclaré publiquement qu'ils n'avaient aucune intention de respecter ces accords, mais ne faisaient simplement que gagner du temps pour gonfler davantage le régime de Kiev avec des armes, ce qu'ils ont fait avec succès. La seule chose que nous pouvons regretter, c'est de ne pas avoir commencé nos opérations actives plus tôt, croyant que nous avions affaire à des gens honnêtes. On a critiqué Carlson tout de suite après l'interview, et même avant. On lui reproche d'avoir posé trop peu de questions difficiles, d'avoir été trop doux avec vous, ce qui vous a permis d'être très à l'aise avec lui. Considérez-vous avoir écrasé le journaliste américain de votre autorité?
Je pense que votre Carlson, quand je dis « votre », je veux dire qu'il fait partie des milieux journalistiques, est une personne dangereuse. Et voilà pourquoi. À vrai dire, je pensais qu'il serait agressif et qu'il poserait ces questions prétendument difficiles. J'étais non seulement prêt à cela, mais je le souhaitais parce que cela me permettrait de répondre de manière plus vive, ce qui, à mon avis, rendrait notre conversation plus originale. Mais il a choisi une autre tactique. Il a essayé de m'interrompre à plusieurs reprises, mais aussi surprenant que ce soit pour un journaliste occidental, il s'est montré patient et a écouté mes longs monologues, en particulier ceux qui concernaient l'histoire. Il ne m'a pas donné l'occasion de faire ce que j'étais prêt à faire. C'est pourquoi, pour être honnête, je n'ai pas pleinement apprécié cette interview. Mais il a suivi systématiquement son programme et il l'a mené à bien. Ce n'est pas à moi de juger si, au bout du compte, l'interview était informative. C'est aux spectateurs, aux auditeurs ou peut-être aux lecteurs de tirer leurs propres conclusions. Cette interview a suscité des appels à introduire des sanctions contre Tucker Carlson et d'aucuns disent qu'il pourrait quasiment être arrêté aux États-Unis. Serait-ce possible? Assange est en prison et presque personne ne se souvient de lui. Seuls ses proches en parlent. C'est tout. Voilà les particularités de la conscience publique. Le sujet s'en va et c'est fini. Mais Assange a du moins été accusé d'avoir divulgué des secrets d'État. Il est difficile d'en accuser Carlson, car il n'a touché à aucun secret. Néanmoins, théoriquement, tout est possible aux États-Unis d'aujourd'hui. En ce qui concerne Carlson lui-même, ce serait triste. Je ne l'envie pas, mais c'était son choix. Il savait ce qu'il attendait. Mais si cela fait comprendre aux gens du monde entier ce qu'est une dictature moderne, dite libérale démocratique, prétendument représentée par la classe dirigeante américaine d'aujourd'hui, ce sera probablement une bonne chose. Ils montreraient leur vrai visage. Je pose la question suivante, juste pour dissiper les doutes qui ont surgi. Carlson a fait savoir qu'après l'interview, vous avez eu une autre conversation, et maintenant tout le monde se demande de quoi vous avez parlé. Il a suivi son plan, comme je l'ai déjà dit, et comme je l'ai compris. Et c'est tout. Il n'est pas dévié de ce plan. Il y avait d'autres sujets dont, à mon avis, il aurait été important de parler. Mais j'ai décidé de ne pas ajouter d'autres sujets que le journaliste n'a pas évoqués dans la conversation avec moi. C'est la raison pour laquelle la diabolisation de la Russie, qui est liée, mettons, aux mêmes événements interethniques, aux pogroms juifs dans l'Empire russe, aurait bien sûr dû être abordée au cours de l'interview officielle. Mais l'un des sujets que nous avons évoqués lorsque les caméras ont été éteintes concerne précisément ce dont le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a parlé à plusieurs reprises, à savoir qu'il avait de la famille, son arrière-grand-père, qui avait fui la Russie pour échapper aux pogroms juifs. Et dans divers pays du monde, en Europe, aux États-Unis, ce sujet est constamment soulevé. Je le répète, il est soulevé pour diaboliser la Russie, pour nous faire passer pour des barbares, des salopards et des bandits. Mais en fait, à regarder ce que le secrétaire d'État américain a déclaré aujourd'hui, le fond des problèmes au-delà des slogans politiques, beaucoup de choses deviennent claires. Nous avons tout dans nos archives. Par exemple, l'arrière-grand-père de M. Blinken a vraiment quitté l'Empire russe. Il était né quelque part dans la province de Poltava, puis a vécu à Kiev avant de partir. La question qui se pose est la suivante.
Monsieur Blinken pense-t-il donc que Kiev et les territoires qui l'entourent sont un territoire russe à l'origine? C'est la première chose. Deuxièmement, s'il prétend que son arrière-grand-père a fui la Russie à cause des pogroms juifs, alors au moins, je tiens à le souligner, il considère qu'il n'y avait pas d'Ukraine en 1904, et c'est en 1904 que l'arrière-arrière-grand-père de Blinken a quitté Kiev pour les États-Unis. Il n'y avait donc pas d'Ukraine s'il dit qu'il a fui la Russie. Manifestement, M. Blinken est des nôtres, mais il n'aurait pas dû faire de telles déclarations publiques, cela pourrait bien le mener à l'échec. Récemment, il y avait des articles dans les médias allemands indiquant que le grand-père de l'actuelle ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, était un nazi convaincu. Compte tenu de tout ce qui s'est passé ces dernières années dans les relations entre nos pays, est-il possible que ce virus du national-socialisme soit transmis dans ce pays même par voie, disons, génétique? Il s'agit également de l'une des formes du nationalisme radical. Au fait, il vient de me venir à l'esprit quelque chose au sujet de ces pogroms. Dans l'Empire russe, ils ont surtout eu lieu dans les régions du Sud et du Sud-Ouest, dans ce qui est devenu l'Ukraine d'aujourd'hui. À Kiev, ai-je dit, si l'ancêtre de M. Blinken l'a quitté en 1904, le premier pogrom de masse à Kiev a eu lieu en 1905. Son arrière-grand-père ou son arrière-arrière-grand-père n'a donc pu s'en informer que grâce aux journaux ou aux informations qu'il a reçues de Kiev à l'époque. Les événements massifs de sombre mémoire de ce type ne se sont répandus qu'au début du XIXe siècle. Je crois que c'est en 1821 qu'a eu lieu le premier pogrom de masse. Ces crimes ont bien sûr eu lieu à Odessa, puis à Melitopol, à Jitomir, dans d'autres villes de l'Ukraine d'aujourd'hui. Il y en a eu en Biélorussie. Il y a eu 2 épisodes de ce type en Sibérie. Le premier était lié à l'assassinat du patriarche grec de Constantinople. Les Grecs qui y vivaient ont alors pensé que les Juifs étaient d'une manière ou d'une autre impliqués dans l'assassinat du patriarche. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le fait qu'il y avait des groupes de résistance composés de jeunes juifs et de jeunes russes qui agissaient face à ces pogroms. Le gouvernement, même le gouvernement tsariste, a réagi de manière appropriée et a essayé d'empêcher cette tragédie, y compris en recourant à l'armée. Mais, encore une fois, c'est un sujet à part. Pour ce qui est du nationalisme et du nazisme, la fascisme, vous savez, je vais vous dire peut-être quelque chose d'étrange. Mais d'abord, cette dame elle-même, comment s'appelle-t-elle? Annalena Baerbock. Baerbock, oui, Baerbock, pour ne pas se tromper sur son nom de famille, représente le Parti des Verts. Beaucoup de responsables politiques européens de cette partie du spectre politique européen font des conjectures sur les craintes des gens et attisent les craintes sur les conséquences possibles du changement climatique dans le monde. En s'appuyant sur ces craintes qu'ils ont eux-mêmes attisées, ils suivent leur propre ligne politique, bien éloignée de celle qui les a amenés au pouvoir. C'est ce qui se passe actuellement en Allemagne. Par exemple, la production d'électricité des centrales au charbon a augmenté. Déjà dans le passé, sa place dans la structure énergétique y était plus importante qu'en Russie. Sa place était importante et elle est encore plus importante aujourd'hui. Alors, où est passé l'agenda vert? Voilà le premier point. Et le deuxième point, c'est que les gens comme la ministre allemande des Affaires étrangères, dans ce cas, bien sûr, se montrent hostiles à notre pays, à la Russie. Mais à mon avis, elle se montre également hostile à son propre pays, parce qu'il est difficile d'imaginer qu'un responsable de ce niveau puisse négliger à ce point les intérêts économiques de son pays et de son peuple. Sans vouloir entrer dans les détails, c'est exactement ce qui se passe dans la vie réelle et nous le constatons. Mais ce que je vais dire maintenant peut sembler contradictoire avec ce que je viens de dire. Je ne pense pas que les Allemands d'aujourd'hui doivent partager toute la responsabilité politique de tout ce qu'a fait l'Allemagne nazie. La génération actuelle ne devrait pas être tenue responsable de ce qu'ont fait Hitler et ses acolytes. Et pas uniquement en Allemagne, mais dans les autres parties du monde aussi, en Europe et ailleurs.
Je crois que ce serait injuste. Il n'est pas possible de coller pareil label sur l'ensemble du peuple allemand. C'est une approche injuste, c'est un abus de ce qu'ont vécu les peuples de l'Union soviétique. À mon avis, ce n'est pas digne et cela ne sert à rien. Il faut partir des réalités d'aujourd'hui, regarder qui fait quoi et quelles sont les politiques menées. À cet égard, d'ailleurs, j'ai une idée de ce qu'il serait utile de faire. À mon avis, c'est le cas dans beaucoup de pays, même dans ceux où cela semblerait ne pas devoir être une devise politique. Qu'ai-je en vue? Je parle d'une sorte d'exclusivité de certains peuples par rapport à d'autres, une sorte de croyance messianique, etc. Bien, écoutez, c'est de là qu'est né le nazisme. C'est pourquoi, si ce phénomène est si répandu, nous devrions également envisager de mettre en place un système de propagande antifasciste et anti-nazi et de l'appliquer à l'échelle mondiale. Ce n'est pas l'État qui doit s'en charger. Ce travail ne peut être efficace que s'il est mené dans le cadre d'une prise de conscience et d'une initiative publique. Peu importe dans quel pays du monde cela se produira. Dans le même temps, on peut dire que l'Union européenne a commencé à paniquer face au possible retour de Donald Trump au poste de président des États-Unis. Ces récentes déclarations ont en général découragé les dirigeants européens. Ils ne le cachent pas. Trump a déclaré que les États-Unis ne devraient défendre les pays européens que si les pays européens paient pour cela. Pourquoi une telle relation entre les responsables européens et Donald Trump? Trump a toujours été perçu comme un homme politique hors système. Il a sa propre vision sur la manière dont les États-Unis devraient développer leurs relations avec leurs alliés. Déjà avant, ça faisait des étincelles. Prenez le retrait des États-Unis des accords de Kyoto sur l'environnement. Cela a suscité des tensions à l'époque, mais le président américain a décidé que les États-Unis se retireraient des accords de Kyoto, malgré le côté attrayant de l'agenda environnemental, parce qu'il pensait que cela nuisait à l'économie américaine. Voilà, c'est tout. Il a pris sa décision pleine de volonté et c'était fini. Et même si les dirigeants européens se sont indignés, il l'a fait. Bon, il a ajusté ensuite. En quoi la position de Trump est-elle différente à cet égard? Au fond, en rien. Il voulait forcer les Européens à augmenter leurs dépenses de défense, ou, comme il l'a expliqué, qu'ils nous paient pour les protéger, pour ouvrir le parapluie nucléaire au-dessus de leur tête, etc. Eh bien, je ne sais pas. Laissons-les régler cela eux-mêmes. Ce sont leurs problèmes à eux. Je suppose que de son point de vue, il y a une certaine logique. Du point de vue des Européens, il n'y a pas de logique. Ils voudraient que les États-Unis continuent à remplir sans contrepartie des fonctions qui datent de la formation de l'OTAN. C'est leur affaire. Moi, je pense que l'OTAN n'a plus de raison d'être. Elle n'a qu'une seule raison, servir d'instrument de la politique étrangère des États-Unis. Mais si les États-Unis estiment qu'ils n'ont plus besoin de cet instrument, c'est leur décision. Le président américain sortant, Biden, donne chaque jour plus de raisons au monde entier de discuter de son état de santé. Mais il s'agit du dirigeant de l'une des plus grandes puissances nucléaires. Et pourtant, presque tous les jours, nous voyons des images, pour le dire gentiment, extrêmement spécifiques. Lorsque vous voyez et entendez tout cela, à quoi pensez-vous? Je pense au fait que la campagne présidentielle aux États-Unis prend de l'ampleur. Elle se fait de plus en plus aiguë. À mon avis, il est incorrect pour nous d'interférer dans ce processus. Lorsque j'ai rencontré Biden en Suisse, c'était il y a 3 ans. Mais déjà à l'époque, on disait qu'il n'avait plus toutes ses facultés. Mais je n'ai rien vu de tel. Oui, il jetait un coup d'œil à son document. Pour être honnête, moi aussi, je jetais un coup d'œil sur le mien. Rien d'étonnant à cela. Le fait qu'il se soit cogné la tête en sortant de l'hélicoptère,
Eh bien, qui ne s'est jamais cogné la tête? Que celui-là soit le premier à lui jeter la pierre. C'est en gros mon avis, je ne suis pas médecin et ne me sens pas en droit de faire des commentaires à ce sujet. Ce n'est pas ce que nous devrions regarder. Nous devrions prêter attention à la position politique. Je pense que la position de l'administration américaine actuelle est extrêmement néfaste et erronée. C'est ce que j'ai dit au président Biden à l'époque. Alors, j'ai une question qui redevient actuelle 4 ans plus tard. Pour nous, lequel vaut mieux que l'autre, Biden ou Trump? Biden. Il est plus expérimenté, prévisible. C'est un homme politique de l'ancienne formation. Mais nous travaillerons avec n'importe quel dirigeant américain en qui le peuple américain placera sa confiance. Je voudrais revenir à votre interview avec Tucker Carlson. Nous venons de nous rappeler les déclarations des dirigeants actuels de l'Allemagne et du Royaume-Uni, mais quelqu'un d'autre s'est exprimé là-dessus également, dont vous avez dit pendant l'interview. Où est-il donc maintenant, M. Johnson? C'est précisément lui qui, d'après les aveux d'Arakamia, a intimé à Kiev de ne pas négocier avec Moscou, mais de se battre. Comment les événements auraient-ils pu tourner si les autorités ukrainiennes n'avaient pas écouté, disons, ses conseils? Mais M. Arakamia a déjà répondu lui-même. Écoutez la traduction simultanée. Personne ne lui a tiré les vers du nez, il a dit ce qu'il pensait. Je ne sais pas pourquoi il l'a dit, mais voilà quelqu'un de franc. Si nous avions respecté ces accords, a-t-il dit, si nous avions pleinement mis en œuvre ces accords d'Istanbul, la guerre se serait terminée il y a déjà 1 an et demi. Il l'a dit. Il faut donner, je crois, la traduction simultanée de ces paroles lors de l'interview de M. Carlson. Pourquoi l'Occident a-t-il pris une telle position? Je dis l'Occident et tout d'abord le monde anglo-saxon, car l'ancien Premier ministre britannique M. Johnson n'aurait pas pu s'y rendre de sa propre initiative sans avoir tenu des consultations à ce sujet avec Washington. Non seulement ces consultations ont sans doute eu lieu, mais je pense qu'il est carrément allé en mission pour le compte de l'administration américaine. Ils lui ont versé des frais de mission pour cela. Voilà, il a exprimé sa position qu'il faut combattre la Russie jusqu'au dernier soldat ukrainien, entre guillemets bien sûr, la combattre jusqu'à la fin victorieuse et infliger à la Russie une défaite stratégique. Apparemment, il comptait sur ce résultat. Mais je peux vous répéter ce que j'ai dit à M. Carlson. S'ils voient qu'ils n'aboutissent pas aux résultats escomptés, il leur faudra faire des ajustements. Mais là, il s'agit de l'art de la politique, car la politique, c'est bien connu, c'est l'art des compromis. Que pensez-vous des propos de Poutine? Partagez avec nous vos avis en commentaire. Actualité récente de la guerre en Ukraine. La Russie menace les États-Unis de conséquences après une frappe ukrainienne en Crimée. Moscou a menacé, lundi, Washington de représailles au lendemain d'une frappe ukrainienne en Crimée annexée. Celle-ci a été menée, selon la Russie, à l'aide de missiles américains. Les autorités locales mises en place par la Russie affirment qu'au moins 4 personnes ont été tuées, dont 2 enfants, et que plus de 150 personnes ont été blessées. La Russie a menacé les États-Unis de représailles, lundi 24 juin, les accusant de tuer des enfants russes au lendemain d'une frappe ukrainienne en Crimée menée, selon Moscou, à l'aide de missiles américains, une nouvelle escalade entre les deux rivaux autour de l'Ukraine. Moscou considère que les États-Unis sont devenus une partie au conflit en autorisant Kiev à utiliser des missiles de longue portée contre des régions russes et la Crimée, péninsule ukrainienne que Moscou a annexée en 2014 et qui sert de base arrière à l'armée russe. Il est évident que la participation des États-Unis au combat, leur participation directe, qui entraîne la mort de citoyens russes, doit avoir des conséquences, a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, appelant les journalistes à demander en Europe et aux États-Unis pourquoi leur gouvernement tue des enfants russes. Selon Moscou, les frappes de missiles de longue portée ATACMS, comme celle de dimanche en Crimée ukrainienne annexée par la Russie, ne peuvent pas être menées par l'Ukraine seule, car elles nécessitent des spécialistes, des technologies et des données des renseignements américains. Américains et Européens ont récemment commencé à autoriser Kiev à utiliser des armements occidentaux pour frapper en territoire russe des cibles militaires servant à bombarder l'Ukraine. Des mesures de rétorsion. Évoquant des représailles, Vladimir Poutine avait menacé ce mois-ci de livrer des armes équivalentes à des ennemis des Occidentaux pour qu'ils frappent leurs intérêts dans d'autres régions du monde. Selon l'armée russe, 5 missiles ATACMS ont été tirés par les forces ukrainiennes dimanche et 4 auraient été détruits en vol près de Sébastopol, ville portuaire abritant la flotte russe de la mer Noire.
Le gouverneur local a indiqué que des débris des projectiles interceptés étaient retombés sur les zones côtières. Au moins 4 morts ont été recensés, dont 2 enfants, et plus de 150 personnes ont été blessées, selon les autorités locales mises en place par la Russie. Lundi, la diplomatie russe a convoqué à Moscou l'ambassadrice américaine, Lynn Tracy, pour l'avertir que la Russie prévoyait des mesures de rétorsion, estimant que les États-Unis, qui mènent une guerre hybride contre la Russie, sont devenus partie au conflit en Ukraine. Il a été dit à l'ambassadrice que de telles actions de Washington, autorisant des frappes à l'intérieur du territoire russe, ne resteraient pas impunies. Des mesures de rétorsion suivront, a insisté le ministère. À Washington, le Pentagone s'est contenté de dire que l'Ukraine prend ses propres décisions. Nous regrettons toute perte de vie civile dans cette guerre. Nous fournissons des armes à l'Ukraine pour qu'elle puisse défendre son territoire souverain contre les agressions armées, y compris en Crimée qui, bien sûr, fait partie de l'Ukraine, a réagi pour ça par le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, en faisant valoir que la Russie pourrait mettre fin à cette guerre aujourd'hui. La veille, le ministère russe de la Défense avait promis une réplique, soulignant que les données de ciblage des attaques m'étaient saisies par des spécialistes américains sur la base des données des services de renseignement par satellite des États-Unis. La Russie mène quotidiennement depuis son territoire des frappes meurtrières contre l'Ukraine depuis plus de 2 ans. Pour l'Ukraine, les cibles militaires en Crimée et en territoire russe sont légitimes, a fortiori au moment où les forces ukrainiennes, qui souffrent d'un déficit en hommes et en armement, font face à une pression accrue de l'armée russe sur le front. La Crimée est un vaste camp et entrepôt militaire, russe, avec des centaines de cibles militaires directes, a accusé un conseiller à la présidence ukrainienne, Mikhailo Podolyak. Pour finir cette vidéo, notons 5 leçons clés qui se dégagent de l'entretien avec Poutine. 1. Importance de la communication et de la clarté dans les déclarations publiques. Poutine souligne que ses propos sur l'OTAN ont été mal interprétés par les dirigeants occidentaux et les médias. Il insiste sur le fait qu'il n'a jamais lié l'opération spéciale russe à une menace d'attaque de l'OTAN, mais plutôt à l'élargissement constant de l'OTAN vers l'Est et au non-respect des accords de Minsk par l'Ukraine. Cette situation illustre l'importance de la clarté et de la précision dans les déclarations publiques pour éviter les malentendus qui peuvent aggraver les tensions internationales. 2. Les conséquences du non-respect des accords internationaux. Poutine met en avant l'importance des accords internationaux, comme ceux de Minsk, et critique leur non-respect par l'Ukraine. Il explique que le refus de l'Ukraine de respecter ces accords et les attaques incessantes contre le Donbass ont conduit la Russie à reconnaître les républiques de Donetsk et de Lugansk et à intervenir militairement. Cette leçon souligne que le non-respect des accords internationaux peut entraîner des conflits et des actions militaires, et qu'il est crucial que toutes les parties respectent leurs engagements pour maintenir la paix. 3. Perception des menaces et actions militaires. L'entretien montre que les perceptions des menaces à la sécurité nationale peuvent fortement influencer les actions d'un pays. Poutine justifie l'opération spéciale en Ukraine par des préoccupations sécuritaires liées à l'expansion de l'OTAN. Il exprime que la Russie a toujours été préoccupée par l'élargissement de l'OTAN vers l'Est et le potentiel entraînement de l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui a été perçu comme une menace directe. Cela illustre comment les perceptions de menaces, même si elles ne sont pas perçues de la même manière par toutes les parties, peuvent conduire à des actions militaires pour protéger la sécurité nationale. 4. Rôle et influence des médias dans la politique internationale. Poutine décrit Tucker Carlson comme une personne dangereuse, soulignant que l'interview aurait pu être plus dynamique si le journaliste avait posé des questions plus difficiles. Il note que Carlson a suivi un plan précis, sans aborder certains sujets sensibles. Cette leçon met en lumière le rôle crucial des médias dans la politique internationale et comment les interviews peuvent être utilisées pour manipuler ou influencer l'opinion publique et les relations diplomatiques. La neutralité et l'objectivité des journalistes sont essentielles pour fournir une information équilibrée et précise. 5. Hypocrisie perçue et la diplomatie internationale. Poutine critique les politiques des dirigeants européens et américains, les accusant d'hypocrisie dans leurs actions et déclarations publiques. Il évoque notamment l'exemple de la production d'électricité des centrales au charbon en Allemagne, en contradiction avec l'agenda vert des responsables politiques. Il souligne également l'importance de la diplomatie et du compromis, en disant que la politique est l'art des compromis. Cette leçon souligne que la perception d'hypocrisie peut nuire à la crédibilité des dirigeants sur la scène internationale et que la diplomatie, fondée sur des compromis sincères, est essentielle pour résoudre les conflits et maintenir des relations internationales stables. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous donner votre avis en commentaire. À très bientôt.